Bonjour, colonel Michel Goya. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Nous donner toutes les clés pour comprendre ce qui se joue. 70e jour de guerre en Ukraine. On va revenir sur l'appel d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine hier, mais surtout sur ce qui se passe en ce moment même. Au moment où on se parle, on a le sentiment qu'il s'agit d'une offensive plus forte encore, notamment sur Mariupol et Odessa. Est-ce qu'on est en train d'assister à l'assaut final sur Mariupol ? Alors sur Mariupol, oui, mais en même temps, j'ai l'impression de dire ça depuis plusieurs semaines en réalité. Mais il y a une résistance très forte qui s'exerce. Là, on est vraiment sur le dernier carré. Le dernier carré qui est quand même assez gros. C'est quand même, on est sur une petite ville à l'intérieur de la ville. Ça fait quelques kilomètres carrés. C'est un bastion, et un bastion essentiellement souterrain. Donc, qui est extrêmement difficile à prendre. Donc, les combats sont très durs. Ils seront très durs. Mais leur issue ne fait pas de doute. D'un point de vue militaire, Azovstal, donc ce complexe industriel, sera pris. Et ça mettra fin à la bataille de Mariupol. C'est la dernière poche de résistance. Oui, même si peut-être sporadiquement on parle d'accrochage à l'intérieur de la ville. Mais la victoire militaire russe et pro-russe, qui sont très impliqués dans cette bataille aussi, et ne fait pas de doute. Maintenant, de notre côté, cette bataille est en train de se transformer aussi en victoire héroïque de la part des Ukrainiens. Et un exemple. Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse parler de victoire héroïque d'un côté et d'issue favorable à la Russie de l'autre ? C'est pas contradictoire ? Alors, il y a la bataille de Mariupol, qui est une des batailles en cours. En réalité, c'est même pas forcément la plus importante. Restons-y sur celle-là, ce qui se passe en ce moment même. Quand vous dites, vous avez dit deux choses. Vous avez dit, il y a les combats qui sont extrêmement durs, et puis il y a l'issue. Sur les combats qui sont extrêmement durs, vous parlez notamment de cette usine, cette aciérie qui a servi de refuge aux habitants de Mariupol. Le président Zelensky a expliqué hier soir qu'il y avait 156 civils qui avaient réussi à être évacués, mais le maire de Mariupol dit qu'il comptait encore 200 personnes restantes. Est-ce que ces 200 personnes vont réussir à être évacuées ou est-ce qu'elles risquent d'être piégées ? Alors, tout dépend des Russes, en réalité. C'est eux qui peuvent décider ou non d'évacuer ces civils. Actuellement, il y a un assaut qui est mené. S'ils décident de mener cet assaut jusqu'au bout, l'issue risque d'être extrêmement dure et violente pour tout le monde, et bien sûr, y compris ces civils. D'un autre côté, s'ils acceptent de faire une pause, peut-être, effectivement, qu'ils accepteront aussi l'évacuation des derniers civils. Mais on a un peu l'impression qu'il y a une forme d'urgence, qu'ils veulent à tout prix en terminer avec cette résistance au plus vite. Et là, oui, malheur à tous ceux qui seront à l'intérieur encore de ce complexe, et notamment les civils. Vous parlez de combat et d'urgence, mais sur les combats, il ne s'agit pas de combats à portée d'humain, il s'agit de combats par bombardement. Est-ce que vous pouvez nous préciser si à un moment il y a vraiment un échange, j'allais presque dire un échange de regards entre ceux qui se font face ? Oui, nécessairement, oui, dans ce type de combat, oui. C'est pas forcément ce qui s'est passé dans le reste du combat à Mariupol. Les Russes prennent les villes par les obus. Voilà, si les villes sont ravagées, c'est pas des frappes aériennes, c'est pas tellement ça. Ce sont les combats permanents, ce sont tous ces obus qui sont envoyés sur. C'est l'artillerie essentiellement. L'armée russe, c'est une grosse artillerie. C'est des chars. On a vu des images, par exemple, de chars qui détruisaient tous les appartements d'un immeuble. De manière systématique, oui, de manière mécanique systématique. Quasiment. C'est-à-dire à tout endroit où se trouve une résistance ou qui peut abriter une résistance est détruit. Et il n'y reste rien. C'est-à-dire que ça fait penser aux images de Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment des villes rasées. Oui, effectivement. Une bonne partie de la ville de Kharkiv, où se sont déroulés les combats, ressemble à Mariupol. La ville de Tcherniv, dans le nord du pays, où il y a eu un mois de combat également, ressemble à Mariupol. Et tous les combats qui auront lieu dans des villes donneront sensiblement le même résultat. Mais colonel, quand il reste des civils, une fois qu'on a, comme vous le dites, quasiment rayé les immeubles, vous parlez d'une guerre désormais souterraine. C'est-à-dire que non contents d'avoir rasé les immeubles, ils vont rentrer dans ces souterrains. On sait que, par exemple, on a entendu le témoignage depuis hier soir sur BFM TV et sur RMC de ces évacués de Mariupol qui disent n'avoir pas vu le soleil parfois pendant des semaines. Ils sont encore dans ces souterrains. Est-ce qu'ils vont être traqués jusque dans ces souterrains ?
Oui, alors la particularité de l'Ukraine, mais c'était le cas aussi en Russie, c'est qu'il y a énormément d'abris anti-atomiques. L'Azovstal, c'est ce qui est dessous le complexe industriel, c'est un abri atomique. Donc ça date des années 50, ils en ont construit un peu partout, et c'était destiné à abriter les 40 000 ouvriers du complexe industriel. Et donc c'est quelque chose de colossal, c'est une ville souterraine, hein, sur plusieurs kilomètres carrés, avec plusieurs étages. Bon. Mais pour s'emparer de cet étage, bombarder ne sert à rien en réalité. Hein. Ça reste en surface. Ça Russes... ne sert qu'à les empêcher de sortir. Oui, c'est ça. Et donc les Russes utilisent des bombardiers stratégiques, des choses qui sont destinées à envoyer des armes atomiques. Donc ils larguent des bombes énormes sur le complexe, ils le rasent petit à petit. Mais en réalité, pour s'emparer du complexe, il faut aller à l'intérieur, il faut aller sous terre. Et là, vous parliez de combat les yeux dans les yeux, ce sera ça. Et c'est évidemment extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle Poutine, et on voit bien d'ailleurs que soit il a changé d'avis, soit ses ordres ne sont pas exécutés, avait ordonné de ne pas mener l'assaut. Et le prétexte étant d'épargner la vie des soldats russes. Parce que mais il n'en est plus là. Vous avez parlé d'urgence. Oui, apparemment, il y a cette idée d'en finir au plus vite. Je vous parlais de victoire héroïque, de victoire symbolique. C'est-à-dire chaque jour qui passe, c'est un pied de nez, est un défi à la Russie, chaque jour de résistance qui perdure. Et en même temps, quand il faut 2 mois pour s'emparer d'une ville, et que y a, dans le Donbass, il y a d'autres villes qui sont comparables à Mariupol et dont les Russes devront s'emparer s'ils veulent atteindre leurs objectifs, ça fait peur. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, si à chaque fois il faut lutter comme ça, pied à pied pendant des mois pour chacune des localités d'Ukraine, ça va être très difficile. Donc c'est un peu dissuasif aussi. Et pour quelle victoire? C'est-à-dire pouvoir dire, on a posé le drapeau russe sur Mariupol, mais sur un Mariupol qui ne ressemble même plus à Mariupol, qui n'est plus qu'un champ de ruines. Oui, alors Tacite disait les Romains détruisirent Carthage et ils appelèrent cela la paix. Là, on a quelque chose un peu semblable. Hein. Ils ont rasé la ville, ils appelleront ça la victoire. Ils ont rasé la ville, ils appellent ça la victoire. Mais en réalité, les Russes ne savent pas faire autrement. Il faut être très clair là-dessus. Ils ont rasé Grozny, ils l'ont reconstruit par la suite. Hein. Mais donc là, la ville est détruite. Mais il y a encore beaucoup de population qui est là. Et des poches de résistance. Et je vous repose la question très clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, Mariupol peut tomber officiellement? Aujourd'hui même? Oui. Peut-être. C'est très difficile à dire. En fait, ça dépend essentiellement très, très prosaïquement, des vivres qui restent aux défenseurs, des munitions qui restent aux défenseurs. Tant qu'ils en ont, ils sont dans une position qui peut être tenue pendant plusieurs jours. Et lorsqu'ils n'auront plus rien à manger, et lorsqu'ils auront tiré la dernière cartouche, là, il y a plus l'issue sera comment dire, il y a plus d'autres issues possibles que la reddition ou la mort. Comment est-ce qu'on dit officiellement qu'une ville est prise? Quels sont les codes, je dirais, militaires qui considèrent que ça y est, c'est pris? On considère généralement... Est-ce qu'il faut officiellement que ceux qui y sont se rendent, qu'ils reconnaissent leur défaite? Est-ce qu'il y a un code, un protocole? Alors c'est un peu flou, mais en général, on considère qu'une ville est prise lorsque vous pouvez vous y déplacer partout sans être attaqué. Voilà, c'est un peu le critère très concret qui fait qu'une ville est considérée comme prise. Peut-être aujourd'hui, donc, essayons de nous projeter. Mariupol, c'est la dernière ville avant la mer d'Azov. Est-ce que ça voudra dire qu'une poche aura cédé? Alors, il y a déjà un bloc qui est constitué avec les républiques séparatistes autoproclamées du Donbass, toute la zone qui a été conquise au nord de la Crimée, de Kherson jusqu'à Mélitopol, et puis Mariupol un peu entre les deux, et tout ça fait un bloc qui constitue une entité unique qui commence à correspondre au projet, ce qu'on appelle la Nouvelle Russie, cette sorte de Russie ukrainienne qui serait plus ou moins rattachée à la Russie. Il y manque Odessa dans ce projet, et il y manque une partie du Donbass. Quand vous dites Odessa, est-ce que justement, on l'a bien compris, Mariupol, c'est dans les heures qui viennent que ça se joue. Est-ce qu'Odessa sera l'objectif suivant et définitif? Non, très clairement non. Pas à court terme, dans les esprits, dans les plans, oui, Odessa est un objectif stratégique, prioritaire, mais en réalité, concrètement, les Russes n'ont pas les moyens de prendre Odessa actuellement. Les Russes n'ont pas les moyens de prendre Odessa? Non, ils ont... Pourquoi?
Parce que... Alors qu'on imaginait au départ, en tout cas dans les démonstrations de force, que ça ne faisait aucun doute que le rapport de force était plutôt favorable à la Russie. Oui, mais ce rapport de force est équilibré. Les Russes ont été incapables de prendre la ville de Kiev. Ils ont été battus à Kiev, ils ont été obligés de se replier. Ils ont subi des pertes très importantes à Kiev et ailleurs. Et actuellement, les moyens, les forces qui leur restent... Odessa est trop loin. Pourquoi, quelles raisons font que Mariupol oui, Odessa non? D'abord, il faut passer par Mykolaïev, qui est le verrou, c'est la ville qui est avant Odessa, pour ça pouvoir même simplement s'approcher d'Odessa. Odessa, c'est 2 fois Mariupol en superficie, donc là aussi, vous faites le calcul de ce qu'il a fallu pour prendre Mariupol et vous imaginez ce qu'il faudra pour prendre Odessa et les moyens qu'il faudra. Et puis surtout, c'est que les forces qui restent aux Russes sont consacrées en réalité au Donbass. Cette région de Mykolaïev, où il y a des combats, est un front, on va dire, secondaire pour l'instant. Une question aussi sur ce qui se passe en Biélorussie. On a constaté qu'aujourd'hui, la Biélorussie se met à faire des exercices militaires. La Biélorussie, est-ce que vous pouvez nous le repréciser? Si je comprends bien, ils sont alliés de la Russie, mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas partie active au conflit. Est-ce que ça pourrait changer? Alors ça, c'est une interrogation qu'on a depuis le début de la guerre. Il y avait très clairement une pression de la Russie pour impliquer la Biélorussie plus dans le conflit. Elle sert un peu de base arrière pour l'instant à l'armée russe. Les armées russes qui ont attaqué Kiev venaient de Biélorussie. Et donc, il y a cette volonté d'essayer d'impliquer la Biélorussie dans le conflit. Ces exercices militaires qui ont lieu aujourd'hui, alors ils disent que c'était prévu, oui. Mais est-ce que c'est une manière de se préparer éventuellement à participer plus activement au conflit? C'est un peu tard maintenant, on va dire comme ça. C'est-à-dire que d'abord, l'armée biélorusse est toute petite armée, elle n'a pas beaucoup de capacité en réalité, et les forces russes ne sont plus vraiment en Biélorussie. Elles ont traversé la Biélorussie, ça y est quoi. Elles sont passées du côté du Donbass, voilà. Elles sont revenues de la région de Kiev, elles sont remontées par la Biélorussie et sont passées du côté du Donbass. Donc, et puis surtout, il y a en Biélorussie, il y a même une très forte réticence de la population, même de l'armée, à être impliquée dans cette guerre. Il y a eu, pendant la bataille de Kiev, par exemple, il y a eu toute une sorte de bataille du rail en Biélorussie, avec des sabotages des voies ferrées pour entraver la logistique des forces russes. Et des sabotages qui étaient organisés par des Biélorusses, par des activistes biélorusses. Et donc, il y a une réticence très forte de la population. Le président Loukachenko le sait. En tout cas, ça ne vous inquiète pas plus que de raison. Ce qui se passe, les exercices militaires qui ont lieu aujourd'hui en Biélorussie. Vous avez prononcé le mot d'urgence. Oui. Est-ce que cette urgence est liée à la date de lundi 9 mai, on le sait, c'est la fête de la victoire en Russie. Est-ce qu'ils ont besoin, d'ici là, de pouvoir dire on a pris Mariupol, on a eu telle et telle victoire? Alors effectivement, c'est une date extrêmement importante pour la Russie. Il y aura une très grande parade, un grand défilé, et puis il y aura un discours de Vladimir Poutine qui sera forcément de toute façon un discours de victoire. Maintenant, ce qui sera intéressant de voir à ce moment-là, est-ce que ce sera un discours expliquant que soit la victoire est acquise, que la conquête du sud du pays, de l'Ukraine, de Mariupol, du Donbass, même si le Donbass n'est pas encore complètement conquis, suffit et que les objectifs sont atteints ou sont presque atteints, donc il faut un peu continuer le combat. Ou alors, c'est ce que tout le monde craint, l'idée d'une escalade. Et de dire, voilà, maintenant, il faut aller plus loin. Nous sommes agressés par les pays de l'OTAN et par les États-Unis en particulier, via l'Ukraine ou par le biais des sanctions économiques, par exemple. Donc là, c'est la mère patrie qui est attaquée et donc il faut déclarer la guerre. Je rappelle que la Russie n'est pas en guerre actuellement. C'est ça. En fait, ça pourrait être une forme de déclaration plus officielle de la guerre. Ça paraît fou, évidemment, quand on vous entend dire ça, parce que je disais tout à l'heure qu'il y avait des règles, des protocoles, qu'il y avait quand même un certain nombre de signes ou de choses qui doivent être dites ou pas dites. La Russie n'a pas dit nous attaquons l'Ukraine. Non. Jamais. À aucun moment, elle n'a déclaré la guerre. Voilà, il n'y a pas de déclaration de guerre. Mais qu'est-ce que ça changerait ? Ça change beaucoup de choses. La guerre, l'Ukraine est en guerre. Là, la nation est en armes, la nation est mobilisée. Bon. La Russie mène une opération extérieure. Et comme chez nous, pour ces opérations extérieures, on n'utilise que des soldats professionnels, par exemple, des volontaires, qui sont en réalité assez peu nombreux. Et on voit bien toutes les limites. Si Vladimir Poutine lundi dit nous déclarons la guerre à l'Ukraine,
Quels sont les mécanismes que ça entraîne? Bon, donc la guerre, c'est quelque chose qui est voté par le Parlement, la Douma, et ça permet, très simplement, ça permet d'engager des conscrits. Ça permet d'engager... Une mobilisation. Voilà, c'est une mobilisation générale. Il y a 2 millions de réservistes, il y a des stocks d'armement. Ben, on met tout ça ensemble et, voilà, et on engage toutes les forces de la nation dans cette guerre. Quel serait l'intérêt pour Vladimir Poutine? Pouvoir monter en puissance? Oui, alors j'avoue que je n'y crois plus tellement à ce scénario. Oui, c'est vraiment s'il est en difficulté, s'il considère qu'il est en difficulté et qu'il est même en recul en Ukraine ou qu'il est vraiment agressé et que la Russie est dos au mur. Oui, c'est un peu un dernier recours d'une certaine façon d'escalader. Voilà. Maintenant, je n'y crois pas forcément parce que il l'aurait fait plus tôt. Oui, mais par exemple, vous savez, le 1er avril, vous avez donc l'armée russe, c'est une armée de volontaires et de conscrits, et 2 fois par an, on fait un appel au drapeau, donc on appelle un certain nombre de conscrits. Donc le premier appel a eu lieu le 1er avril, ce qui est la date normale, et le nombre de conscrits qui ont été appelés, 134 000, est le même que l'année précédente et les années précédentes. En fait, il n'y a pas de changement de ce côté-là. S'il y avait eu une intention probablement de mobiliser plus de forces, de les engager un peu plus tard, peut-être qu'on aurait mobilisé beaucoup plus de personnes, ça n'a pas été le cas. Et puis, Sergueï Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères, lui-même a déclaré que le 9 mai, il y aurait rien de particulier. Et puis, un troisième élément, c'est que les Russes sont visiblement en train d'organiser leur conquête, d'organiser politiquement, administrativement et même économiquement leur conquête. Ils imposent le rouble dans certaines régions conquises, ils commencent à imaginer des référendums, notamment dans le Donbass, des référendums d'élection, de propositions. Et donc pour la suite et pour pouvoir installer véritablement la suite de la conquête. Ce qui changerait quand même beaucoup de choses. D'abord, je veux dire, ça veut dire qu'ils sont en train d'organiser d'une certaine façon l'après-guerre. Ils cristallisent leur conquête, mais en faisant du Donbass une partie de la Russie. Donc si le Donbass devient la Russie, ben là c'est autre chose. Attaquer le Donbass devient attaquer la Russie. Donc là on se retrouve effectivement en situation de guerre. Colonel Michel Goya, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé hier. Ils ne s'étaient pas parlé depuis fin février. Est-ce qu'ils ont raison d'abord de se parler? Alors, est-ce qu'il faut parler à Poutine? Hubert Védrine a cette expression que je trouve intéressante. Il disait, voilà, le président Macron, c'est comme un négociateur du GIGN. Donc c'est quelqu'un qui parle à celui qui a pris les otages, par exemple, et qui essaie, voilà, de négocier, enfin qui maintient un lien avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas du tout, quelqu'un d'hostile, mais il maintient le lien quand même, on ne sait jamais, ça peut être utile. Emmanuel Macron, qui a entendu Vladimir Poutine lui dire, et c'était très clair, qu'il fallait cesser de fournir des armes. C'est pas du tout le cas, puisque les Occidentaux montent encore en puissance dans la livraison des armes. Est-ce que ça veut dire que c'est une forme de dire, voilà, moi j'ai mis la ligne rouge, moi Vladimir Poutine j'ai mis la ligne rouge, si vous la franchissez, alors vous en subirez les conséquences? Oui, mais cette ligne rouge est quand même assez floue. Les armes, on les a fournies, on commence à les fournir dès le premier jour. Alors des armes plutôt légères, et puis on a commencé à monter un petit peu en gamme et en volume. Et maintenant, il n'y a quasiment plus aucune limite dans cette fourniture d'armes. Donc la réaction de Vladimir Poutine est un peu tardive dans cette affaire. Et puis on voit pas très bien en réalité quelles sont ses marges de manœuvre, à part brandir la menace nucléaire une fois tous les 2 jours, ce qui est autant un aveu d'impuissance que de puissance en réalité. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de réactions. Vladimir Poutine n'a pas véritablement tracé de ligne rouge. Il n'a pas dit non, ça, là, c'est intolérable. Il a juste dit cessez de le faire. Il a dit cessez de le faire, mais il le dit depuis le début. Mais sans véritable réaction, à part la coupure de gaz pour certains pays d'Europe de l'Est. Dont la Pologne. Dont la Pologne et la Bulgarie. En réalité, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose. Colonel Michel Goya, vous l'avez entendu hier, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui dit « Nous avons échoué ». Est-ce que nous, Occidentaux, nous avons échoué? Alors ça dépend par rapport à quel objectif. Nous n'avons pas pu imposer les sanctions que nous aurions dû imposer, voilà ce qu'il dit. Nous avons produit des erreurs. L'Ukraine vaincra, je l'espère, a assuré Boris Johnson, mais qui dit nous avons échoué à prendre des décisions que nous aurions dû prendre. Avant la guerre. C'était un vrai mea culpa. Oui. Alors, c'est pas... Comment dire? On a du mal à le dire. On n'a peut-être pas du tout envie de se dire qu'on a échoué, mais... Non, ce que dire, d'un point de vue économique, en réalité, ces sanctions ont eu au moins un effet. Les sanctions de 2014. Je rappelle qu'on a commencé à infliger des sanctions contre la Russie à partir de l'annexion de la Crimée. On a
infligé un certain nombre de sanctions qui ont eu un effet, notamment un effet militaire. C'est-à-dire que notamment ça a brisé la modernisation de l'armée russe, parce qu'elle était très dépendante des technologies occidentales. Ça, on s'aperçoit vraiment maintenant. Et donc ça a cassé d'une certaine façon cette modernisation de l'armée qui combat avec des vieux équipements, pour simplifier. En revanche, oui, simplement, si on avait voulu véritablement empêcher cette guerre, on aurait joué à la manière russe, on aurait fait une opération de fait accompli, on aurait déployé des soldats très vite à la frontière ou à Kiev avant la guerre. On aurait placé les Russes devant le dilemme dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Est-ce qu'on affronte militairement des pays, des soldats de l'OTAN? En gros, c'est ce que nous faisons en déployant des forces en Roumanie ou en Estonie, en disant, voilà... Sauf qu'on l'aurait fait un peu plus loin. On l'aurait fait, mais encore aurait-il fallu en avoir les moyens, je dirais les moyens matériels, techniques de déployer, et la volonté. Effectivement, ce n'était pas forcément le cas. Michel Goya, ce qui est sûr, c'est que cette question, elle se pose encore aujourd'hui, au 70e jour de guerre. Merci d'avoir donné toutes ces précisions ce matin ensemble. Vous le dites, Mariupol pourrait donc tomber, en effet, aujourd'hui, ou peut-être même dans les heures qui viennent. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.